Nous, on a choisi pour cet après-midi, avec l'équipe avec laquelle je travaille, qui est le groupe de recherche à chaque, d'être plus dans des exemples concrets du comment faire. C'est très bien la théorie, mais on est tous confrontés à un moment à une difficulté, c'est comment on fait quand on récupère une grosse mallette de valeurs, un grand débat sur la laïcité, des enjeux avec des classes qui peuvent être extrêmement métissées en termes d'histoire, dans un contexte qui n'est pas simple, pour être efficace sur ce qu'on veut faire. Donc la meilleure manière, c'est de montrer des choses très concrètes et d'expliquer dans quel cas on a essayé de les construire. Et on a décidé de commencer par quelques extraits de tout petits films. Ils font 2 minutes, ils sont très courts. C'est une série qui dure depuis 2 ans maintenant sur France Télévisions, qui en même temps est une série qui est téléchargeable par n'importe qui gratuitement, qui est utilisée dans les écoles, dans les instituts français, qui est même utilisée dans des endroits dont on ignore totalement où ils sont utilisés, puisque l'idée avec Rachid Bouchareb, qui est mon co-auteur et co-réalisateur de cette aventure, c'est de faire des films totalement disponibles pour des pédagogues, des animateurs, des enseignants, des responsables de fédérations de sport, vous allez comprendre pourquoi, des anciens combattants, ce qui va peut-être vous surprendre aussi, de l'ONAC. Et l'idée donc, c'est d'être sur des supports qui sont aujourd'hui extrêmement utiles et utilisés. Le meilleur exemple pour le rendre concret, c'est que ces 2 séries que vous allez voir, c'est 50 films chacun, l'une s'appelle Frères d'armes et l'autre Champion de France, ont été vus en télé par 180 millions de personnes, ce qui représente 29,6 millions de Français de manière individuelle. Donc l'idée, c'est d'être sur des outils qui servent. Il n'y a rien de pire que fabriquer des outils qui ne servent pas. Donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre en quoi on peut partager ces valeurs à travers des exemples concrets et historiques. Alors on va commencer par quelque chose qui va vous sembler très lointain. De lui, il ne reste presque rien, aucune trace, juste un nom. Un nom gravé dans la pierre de la nécropole nationale de Vic-sur-Aisne. Et une fiche militaire qui porte les mots « Mort pour la France, le 2 septembre 1918, décédé des suites de ses blessures à l'ambulance de Jauzy, dans l'Oise ». Miaï Pao n'est pas un poilu comme les autres. Il vient de Chine. Il a parcouru plus de 12 000 kilomètres pour venir se battre dans les tranchées de la Grande Guerre. Il s'est engagé dans la Légion étrangère à l'âge de 24 ans pour fuir un pays en plein bouleversement politique. La Chine n'est pas restée neutre durant le conflit. Elle a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1917, mais dès 1916, elle a répondu aux appels pressants de la France et de la Grande-Bretagne qui manquaient de main-d'œuvre. Au total, 140 000 travailleurs chinois sont recrutés et envoyés en France comme ouvriers, dockers, salariés agricoles, terrassiers, employés de voirie. À l'arrière, ils ont fait leur part du travail pour contribuer à la victoire. Des milliers mourront sous les bombardements et beaucoup aussi de maladies. Dans le cimetière de Noyelles-sur-Mer, dans la Somme, reposent les corps de ces travailleurs chinois. Une centaine de travailleurs chinois ont été reconnus morts pour la France. Parmi eux, un seul combattant, Miaï Pao, un Chinois qui était devenu français par le sang versé. Alors, je vous en montre un second, et après je vous explique la dynamique qui a été... Alors. Le 4 août 1983, le nageur Alfred Nakache disparaît à l'âge de 67 ans. Issu d'une famille juive d'Algérie, cet enfant qui commence à pratiquer la natation à Constantine. En 1935, il est sacré champion de France pour la première fois sur 100 mètres. En 1936, avec ses coéquipiers, il offre à la France le record d'Europe du 4 fois 200 mètres. Puis, ce brillant athlète juif participe aux Jeux Olympiques de Berlin organisés par les nazis, où il domine les sportifs allemands dans l'épreuve du relais 4 fois 200 mètres. Suite à la défaite militaire de 1940, la législation antisémite du gouvernement de Vichy le prive de sa nationalité française.
Alfred Nakache trouve alors refuge à Toulouse. Le 22 juin 1941, jour de l'invasion de l'URSS par les nazis, surmotivé, il bat le record d'Europe du 100 mètres brasse. Quelques semaines plus tard, à Marseille, il gagne le record du monde du 200 mètres brasse. En 1942, il décroche 5 titres de champion de France, ce qui fait de lui la cible permanente des antisémites. Quelques semaines plus tard, on lui interdit de nager pour la France avant de le déporter à Auschwitz avec sa famille. Il sera le seul rescapé. Alfred Nakache, rentré frisé, est terriblement meurtri. Il décide pourtant de reprendre la compétition, redevient champion de France et le 6 juillet 1946 obtient le record du monde en équipe du 3 x 100 mètres au 3 nages, offrant un titre collectif symbolique à la France. Alors pouvez-vous dire à quoi ça sert de parler d'un soldat et d'un champion? La plupart des questions que les gamins me posent d'abord en classe, c'est pas tellement sur l'histoire de Nakache. Par exemple, quand ils le voient, c'est « Mais pourquoi M. Abdelmalik, il a voulu parler d'un juif algérien ?» Ce qui est surprenant, hein. Et pourquoi il l'a fait? Vous commencez à lui dire parce que c'est l'histoire de France. D'abord parce que Nakache fait partie de l'histoire de France et qu'Abdelmalik est français et raconte l'histoire de France. C'est pareil pour Mille Piaro. Mille Piaro, il fait partie de l'histoire de France, mais qui sait qu'un Chinois est mort pour la France? C'est un point de départ pour commencer à casser une appréhension qui à peu près s'inscrit dans 3 registres. Je ne fais pas partie de l'histoire de France. L'histoire de France n'est pas mon histoire. Et dans cette histoire de France, il n'y a pas de valeur qui me parle. Alors vous pouvez parler pendant des heures de ces sujets-là, puis vous pouvez montrer les sujets concrets. Il y en a 100 films comme ça. C'est pas moi qui choisis quand l'enseignant en télécharge un. Vous verrez après, il peut y en avoir qui sont beaucoup plus fun que Nakache, en termes d'approche, comme par exemple Jamel Debbouze qui raconte Zidane. C'est une manière de parler d'immigration. C'est une manière de parler de la guerre. C'est une manière de parler du vivre ensemble. C'est une manière aussi de parler des valeurs. C'est aussi une manière de parler d'antisémitisme. Et quand vous êtes dans un quartier populaire, avoir Abdelmalik qui parle de Nakache, ça vous permet d'aborder une question, ce qu'a été Vichy. Un des sujets que beaucoup d'enseignants ont du mal à aborder dans beaucoup de quartiers populaires aujourd'hui, parce que la question de l'antisémitisme est une question qui est plutôt dorénavant mise de côté par les enseignants, parce qu'elle est complexe à appréhender. Comme d'ailleurs, si vous êtes à Grenoble ou à Lyon, c'est complexe de parler du génocide arménien. Puis si vous êtes dans l'Est de la France, c'est complexe de parler des harkis. Et puis si vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est très 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 complexe de parler des conséquences de la guerre d'Algérie ou du conflit MNA-FLN. Et puis si vous êtes à Marseille, vous parlez de rien. Ça, le problème est réglé. Et oui. Et ça veut dire que des petits films comme ça, ils donnent tout simplement la manière de créer un input. En plus, c'est porté systématiquement par une personnalité d'aujourd'hui, de créer une dynamique. Le prof peut en prendre un, ou l'éducateur, 1, 2, 3, 4, choisir des lancers. Ça peut être présenté, les petits films sur le sport ont été beaucoup présentés, puisqu'on est en partenaire avec 12 fédérations sportives. Donc dans des univers où habituellement on ne fait pas beaucoup d'histoire, on ne parle pas beaucoup de valeurs, où on demande simplement aux gamins de courir vite, ou aux gamines, et pas forcément de penser longtemps. Donc de raconter qu'il y a un cycliste noir qui au début du siècle a été champion du monde sur piste et qui vient des États-Unis parce que c'est le seul endroit où il avait le droit de courir avec des blancs, Major Taylor, ça vous permet de parler de sujets, surtout quand vous avez une piste cyclable qui est au milieu des quartiers populaires aujourd'hui. Le fait de parler dans d'autres sports de la manière dont certains, dans des statuts très ambigus à l'époque de la colonisation, portaient les couleurs de la France comme El Wafi, mais n'étaient pas français, de nationalité française. Un film raconté par Thuram, ça vous permet de parler à la fois des ambiguïtés de l'histoire, donc de ne pas les fuir, tout en expliquant que malgré ces ambiguïtés, une histoire se construit en commun. C'est complexe, mais ces petits films vous permettent simplement de fixer en 2 minutes, c'est très court, l'attention de l'élève ou l'attention simplement de celui qui va être présent à vos côtés pour aborder une question, quelle qu'elle soit. Quand on parle de Mille Piaro, c'est de commencer à dire que les Chinois venus en France font partie de notre récit national. Ce qui paraît à détail, allez, on va dire très secondaire, mais pas du tout. Quand on avait fait l'étude sur Toulouse en 2003, qui a amené au livre La fracture coloniale, le premier problème des gamins qu'on rencontrait au lycée qu'on a interrogé, on a travaillé sur 1000 personnes dans cette étude sociaux, qui est devenu ce livre collectif, auquel Benoît Falaise, que vous avez vu tout à l'heure, a participé. Les gamins, au final, ne nous disaient pas qu'ils avaient un problème avec la manière dont l'histoire de France était racontée. Encore que, ils y allaient un peu. Ils ne nous disaient pas que ça n'avait pas changé. On leur montrait que les manuels scolaires avaient changé en 20 ans. Ils ne nous disaient pas, au final, que ça manquait de place sur la colonisation, l'immigration. Ils voyaient bien que les manuels avaient changé. C'est pas ça qu'ils nous disaient. Ils disaient, monsieur, dans les manuels scolaires, quand ils étaient eux-mêmes issus d'une histoire de l'immigration, nous ne sommes pas représentés. Nous n'existons pas dans le récit national. Nous sommes hors du récit national. Et quand on y est, on n'est pas à l'aise avec l'image que ça renvoie de nous. Donc on ne fait pas partie de cette histoire, et d'ailleurs vous ne souhaitez pas qu'on fasse partie de cette histoire. Et le meilleur endroit où c'est montré, c'est dans les manuels scolaires.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose où l'histoire, bien au-delà d'être du savoir et de la connaissance, ça renvoie à des questions d'identité, du miroir. Du miroir de qui on est dans une société complexe. Et une société qui se métisse, une société qui change, et c'est le cas de la société française, son histoire, nous les historiens, on est un peu lents à suivre le mouvement de l'histoire, c'est le cas de le dire. Et les politiques sont aussi très très lents à suivre le mouvement de l'histoire. Je vous rappelle qu'il y a à peine 10 ans, les hommes politiques et les femmes politiques dans ce pays votaient la loi de février 2005 sur la colonisation positive. Ce qui prouve qu'on est encore, sur certains sujets, l'immigration, l'esclavage, la colonisation, très 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 mal à l'aise. On est capable d'aller faire des lois pour ce qui s'est passé en Turquie sur le génocide, mais on a beaucoup de mal à traiter notre propre histoire. Et quand vous avez des gamins qui sont issus de cette histoire-là, justement, et quand vous avez l'enseignant qui est envoyé au feu, qui doit aborder ces histoires-là, et quand vous avez des gamins dans la classe, parce que les parents en parlent, ou parce qu'ils vont sur Internet, parce qu'ils voient Dieudonné, ou parce qu'ils sont l'influence d'un autre discours, et bien cette histoire, d'un seul coup, elle fait ou non citoyenneté. Elle fait ou non valeur partagée. Elle fait ou non exemplarité. Je vais vous donner un petit exemple qui est très simple. Allez devant une classe de terminale. Arrêtez-vous 1 minute pour leur expliquer les valeurs de la République française en prenant les discours de la Révolution française. Et après, vous enchaînez avec le discours de Jules Ferry sur le droit des races supérieures sur les races inférieures, tout en n'omettant pas de préciser que les femmes dans ce pays n'ont pu voter qu'en 1945, et vous attendez la réponse. C'est la complexité de l'histoire dont on hérite. Et on hérite de cette histoire. Elle a donc, par définition, un problème entre l'exemplarité de ce qui est énoncé et sa pratique. Et les gamins d'aujourd'hui, ceux qui sont justement issus en partie de cette histoire, ou ceux qui en face pensent qu'ils ne sont pas partie prenante de cette histoire, qui sont sortis indemnes d'une longue histoire impériale et coloniale, comme s'ils n'avaient pas récupéré les éclaboussures impériales, comme dit Herman Lebovitch, un universitaire américain, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas hérité d'une forme de culture coloniale. Ben, vous avez d'un côté des gamins qui se referment sur eux-mêmes et refusent le récit national, et de l'autre côté des gamins qui se demandent pourquoi on leur parle encore d'histoire coloniale ou d'histoire de l'immigration. Ben, parce que ces histoires-là, elles font partie du pourquoi on vit ensemble aujourd'hui. Si dans ce pays les Sénégalais viennent et pas les Zoulous, il y a une raison. Elle est liée à l'histoire coloniale. Si dans ce pays les Algériens viennent, c'est lié à l'histoire coloniale. Si l'histoire de l'immigration blanche n'est pas la même que l'histoire de l'immigration coloniale, c'est bien parce qu'au départ, le récit n'était pas le même. Tout ça, on peut dire que la page a été tournée en 1960 avec l'histoire impériale. Alors, il y a deux méthodes. Soit on considère que l'histoire n'amène pas à nos valeurs d'aujourd'hui, et vous arrêtez de me parler de la Révolution française. Et oui, soit l'histoire ne nous amène à rien, et donc on jette l'histoire à la poubelle, et on se fait qu'avec le présent. Soit on considère qu'il y a un petit rapport entre ce que nos aînés ont bâti à travers la démocratie, les valeurs de la République et le vivre ensemble, et le présent. Et dans ces cas-là, eh ben, on ne se sépare pas dans l'histoire. On a besoin de Clovis, de Jeanne d'Arc, de Charlemagne, de Ferratabas, de Messaliach, de Nakache et de Meipiao. Parce que c'est le produit de l'histoire. Alors après, il faut savoir comment on le transmettre. Car une histoire douloureuse, c'est pas aussi facile à faire que l'histoire heureuse. Il est plus facile de parler de la victoire de 98 que de l'exposition coloniale de 31. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut prendre des gants. Il faut être capable d'arriver à expliquer même des paradoxes. Par exemple, je le cite souvent comme exemple, et avec Lilian Thuram, on fait souvent des conférences sur ce sujet-là, le premier des paradoxes, c'est comment se fait-il que des gens aussi brillants que les Lumières mettent 160 ans à donner le droit de vote aux femmes? Il faut l'expliquer. Il faut expliquer comment les savants ont justifié que les femmes ne devaient pas voter. Puis il faut expliquer aussi comment les hommes de gauche et de droite, puisqu'il n'y avait que des hommes, au Parlement dans l'entre-deux-guerres ne votaient pas, alors que la Turquie vote depuis 1930. Il faut expliquer ce paradoxe. Parce qu'on comprend beaucoup mieux d'autres paradoxes après, qui font que non, nous n'héritons pas tous des mêmes citoyennetés. Si là, à l'instant T, je vous demande de sortir une copie et d'écrire sur une feuille blanche « C'est quoi la démocratie en France en 1900 ?» c'est 18% des gens qui ont le droit de voter. 18%. Ah oui, n'oubliez pas que la France, en 1900, c'est 71 millions d'habitants. Parce qu'il y a un empire. Et dans cet empire, il y a des sujets. Et sur ces sujets, il n'y en a que 2,3% qui votent, et ce sont que des hommes. Les autres ne voteront pas. Il faudra attendre dans certains cas 1958 pour qu'ils votent. Et oui, nous sommes les héritiers de ça. De l'histoire des femmes, qui n'ont pas eu le même droit à la citoyenneté que les hommes, et de l'histoire d'un empire où les gens, je vous le rappelle, pour beaucoup qui sont issus de l'histoire de l'immigration, quand ils viennent d'Algérie, du Sénégal, voire des Antilles, ont souvent dans leurs aînés, non pas des grands citoyens, mais des indigènes. Ça ne vous produit pas la même histoire. Ça ne vous produit pas le même effet. On ne sort pas indemne d'une histoire qui, je vous le rappelle, a été un peu longue, puisque la France s'est perdue sur le Saint-Laurent en 1524, quand elle a commencé son histoire impériale. C'est long. Et je le dis souvent comme un paradoxe, il y a 3 pays au monde qui ont du mal avec cette histoire impériale. Et d'abord le Japon, impérial, c'est l'empereur, c'est un mythe intouchable. Il n'y a pas de musée d'histoire impériale au Japon.
L'autre pays qui a eu les dernières décolonisations et des guerres de décolonisation extrêmement violentes, c'est le Portugal, avec l'Angola et le Mozambique. Il n'y a pas de musée d'histoire coloniale au Mozambique. Et puis, il y a notre grande France, qui a 12 744 musées, dont 27 musées du sabot, et qui n'a pas de musée d'histoire coloniale. Ah, ça nous fait rire. Mais maintenant, mettez-vous à la place d'un gamin à qui on explique qu'il n'est pas dans l'histoire de France. Mettez-vous à la place d'un gamin dont les arrière-grands-parents étaient harkis. Mettez-vous à la place d'un gamin de 7-8 ans qui a appris à l'école que son grand-père a peut-être torturé en Algérie. Mettez-vous à la place d'un gamin qui pense que son grand-père est un félagat. Mettez-vous à la place d'un gamin qui pense que l'Occident a détesté ceux qui lui ressemblent. Mettez-vous à la place d'un gamin qui a commencé à rentrer dans l'histoire, comme dirait Nicolas Sarkozy, en tant que noir, avec l'esclavage. Et oui, comme il n'y a pas d'endroit pour expliquer, pour faire de la pédagogie, pour transmettre, pour parler, pour disserter, pour s'opposer, pour critiquer, et bien on ne va pas au musée. Quand on ne va pas au musée, on va sur Internet voir du Dieudonné. Et après on s'étonne que les discours salafistes, que les discours de Dieudonné, que les discours extrêmes fonctionnent sur l'histoire impériale. 28% des films de Daesh traitent de la question coloniale quand ils sont en langue française. Ok? C'est beaucoup, non? Hein, c'est pas mal. Et après, on s'étonne pourquoi ces films sont efficaces. Parce qu'ils sont peut-être efficaces parce qu'ils touchent à des questions d'identité, à des questions d'humiliation, à des questions de résumé sur l'histoire. Alors c'est compliqué, parce que là, on ne parle pas juste de 3 pages dans un manuel scolaire qui va changer quelque chose. On parle de la capacité dont on parle à des élèves, on parle à la capacité, on parle aussi à une nation, on parle à la capacité d'arriver à penser autrement la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour arriver à bâtir ce vivre ensemble malgré cet héritage. Mais en tenant compte. Vous le savez comme moi que si vous ne tenez pas compte des interlocuteurs qui sont les vôtres, votre processus pédagogique, par définition, a plus de chances d'échouer que si vous comprenez l'autre. Ou le contexte dans lequel votre dynamique ou votre échange pédagogique va se faire. Alors, petit moment, on redescend un tout petit peu. Vous allez voir qu'on n'est pas qu'avec Nakache, avec des histoires, qui est en même temps une sublime histoire. Alors celui-là, c'est le best-of en téléchargement. Très efficace pour parler de l'histoire de l'immigration à Marseille. Zinedine Zidane, champion parmi les champions. Il symbolise la victoire française lors de la Coupe du Monde 1998 et celle de l'Euro 2000, on s'en rappelle tous. En 2006, après son retour en équipe de France et un parcours exceptionnel et une finale digne d'une tragédie grecque, il met terme à sa carrière chez les Bleus. C'est Célestin Heinares. Né à Marseille en 1972, il est issu d'une famille kabyle immigrée dans les années 50. Enfant de la Castellane, il tape dans ses premiers ballons dans les quartiers nord de Marseille. À 15 ans, il entre au centre de formation de l'ASK, avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Recruté par la Juventus de Turin, puis par le Real de Madrid, il gagne en club la Coupe des Champions en 2002. Sélectionné à 108 reprises avec l'équipe de France, Zinedine Zidane a honoré sa première sélection en 1994. Je me souviens, il a marqué 2 buts extraordinaires, et en 2 minutes. Son entrée chez les Bleus, la France organise la Coupe du Monde. De chance. Le soir de la finale, à 21h, la Marseillaise retentit dans un stade de France coloré de bleu, de blanc et de rouge. À la 27e minute, sur un corner, je me rappellerai toute ma vie, il inscrit le premier but de la tête. Et juste avant la mi-temps, il en marque un deuxième. Ce 12 juillet 1998, Zinedine Zidane offre aux Bleus leur première étoile. La France en liesse acclame son équipe et son arc de triomphe, on peut le dire ce soir-là. Zidane, président! Bon, vous imaginez bien qu'avec le contexte de l'euro, on avait un peu de chance avec ce film. D'accord? 8 millions de personnes l'ont vu. 8 millions de personnes. Je ne sais pas combien de téléchargements, puisqu'il est gratuit, je le dis bien, il est donc sur plusieurs plateformes de téléchargement. On parle de l'immigration, on parle à un moment de liesse, on parle aussi d'une identification. Ça permet de démarrer quand on veut parler de pourquoi l'autre n'est pas élu. Pourquoi ça fait rire Zidane président sur les Champs-Élysées? Comment, quand on est issu d'un quartier populaire, on peut réussir? Pourquoi c'est une figure emblématique? Pourquoi le mythe de 98? Pourquoi c'est retombé derrière? Ça va être parler de plein de questions. En plus, je vous rappelle qu'il y avait un peu l'affaire Benzema, donc ça crée un peu de sel et un peu d'ambiance. Ce film est passé il y a maintenant seulement 8 jours, c'était le dernier de la série, puisque la série a duré pendant 2 ans. Et toutes les semaines, il y avait un héros différent qui passait en télé. C'était le week-end sur toutes les chaînes de France Télé. Alors l'intérêt du format court, je vais vous dire une chose qui est fantastique pour un réalisateur, comme Rachid Bouchareb et moi, c'est que les gens ne zappent pas.
parce que c'est court. Justement, c'est l'intérêt du format court. C'est-à-dire qu'on ne s'en va pas. Donc il y a des gens qui n'auraient jamais dans leur cuisine, dans leur salon, entre deux pubs, entre la fin d'un journal télévisé le soir, regardé peut-être le portrait de Nakache, le portrait de Joséphine Baker, le portrait d'un combattant. Et c'est la méthode aussi pour aller chercher des gens sur des sujets sur lesquels, naturellement, ils n'iraient pas. C'est aussi une manière, je l'expliquais tout à l'heure en pédagogie, de déclencher un questionnement. C'est aussi une manière de montrer que ça fait sens. Et la meilleure manière de le montrer, c'est des personnalités comme eux, là, qui prennent le temps de venir et faire un film, mais aussi de venir quand il y a des opérations terrain. Jamel a lancé tout le programme qui a été diffusé au Maroc. Les expositions comme celle que vous avez vues dans le haut en arrivant, sur le foot, accompagnent cette série-là, en des dizaines d'exemplaires. Au Maroc, en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, en Corrèze, à Marseille, territoire de Belfort, Nord-Pas-de-Calais ou à Paris. Parce qu'il ne suffit pas de faire le film, il ne suffit pas qu'il soit vu, il faut derrière emmener les gamins, comme les pédagogues, comme les enseignants, mais comme les adultes, à se mettre à réfléchir sur ces enjeux, ces questions, ces héritages. Donc, et avant de passer à une... Hop là, je vais essayer de pas faire de conneries. Je vous montre maintenant en avant-première, profitez-en, la prochaine série, qui devrait démarrer en fin d'année. Pareil, 50 épisodes. Joséphine Baker, de son vrai nom Freda Joséphine MacDonald, est née à Saint-Louis du Missouri en 1906. Elle a 14 ans quand elle rejoint un trio d'artistes de rue appelé le Jones Family Band, avec lequel elle traverse l'Amérique d'après-guerre. Elle rêve de Broadway, mais le hasard des rencontres l'amènera à Paris. Le 2 octobre 1925, elle est au Théâtre des Champs-Élysées pour la célèbre Revue Nègre. Très vite, elle devient l'égérie des Parisiens et des cubistes qui vénèrent son style et son enthousiasme. Après une tournée en Europe, elle est de retour à Paris où elle mène la Revue des Folies Bergères en 1927. En 1931, elle chante l'un de ses plus grands succès, J'ai deux amours. Elle se lance dans le cinéma avec Princesse Tam Tam et Zouzou. En 1937, elle acquiert la nationalité française. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans la France libre. À la Libération, elle poursuit ses activités pour la Croix-Rouge et chante pour les soldats au front. Avec son mari Joe Bouillon, elle achète un domaine en Dordogne et y accueille des enfants de toutes origines qu'elle a adoptés. Elle s'engage politiquement et participe en 1963 à la marche vers Washington organisée par Martin Luther King. Elle meurt à l'âge de 69 ans sans jamais avoir quitté la scène. Adorée de tous, elle a marqué 3 générations de Français. Cette série est en train de se faire, ce sera la dernière, parce que c'était une trilogie, les combattants, les artistes et les sportifs. Pourquoi ce choix d'avoir parlé d'eux? Parce que quand on est à la marge et issu de l'immigration, on n'est jamais au centre. On ne commence pas président de la République, élu de la République, chef d'une grande entreprise. Généralement, on commence dans les seuls espaces qui sont laissés à ceux qui sont à la marge. C'est comme pour les ouvriers. Il faut aller gratter son espace dans la culture, il faut aller mourir pour la France, ou il faut avoir un peu la chance de courir vite. En même temps, c'est dans toutes les sociétés. C'est un mécanisme classique. Les derniers arrivés ne sont pas les premiers partis. Et il faut gagner sa place. Cette histoire-là, elle se raconte aussi. Elle se raconte aussi parce que vous avez plein de gamins qui ont le sentiment qu'ils n'auront jamais leur place dans la société française. Il faut prendre le temps d'expliquer. C'est à la fois douloureux, c'est compliqué. C'est souvent des débats par rapport à leur formation, ce qu'ils vont faire. Comment des fois les enseignants leur recommandent de plutôt faire ceci parce qu'ils auront plus de chances de réussir que d'autres. Il faut aborder ces questions sans en avoir peur parce que sinon les gamins peuvent se sentir au-delà du désenclavement, par exemple identitaire, dans une forme d'exclusion d'un processus social. Il faut expliquer que oui, il y a des espaces qui sont plus faciles d'accéder que d'autres, mais que ce n'est pas des modèles en soi uniques. C'est parce qu'il n'y a que ces espaces-là pour réussir. Et par exemple, c'est de parler de la réalité, de la montée en puissance dans un pays, de la place des femmes dans la vie électorale, par exemple, et de la place aussi des minorités dites visibles, entre guillemets, dites et visibles. Les minorités, vous n'avez pas besoin de mettre des guillemets, elles le sont. Et donc des minorités dites visibles, de la difficulté d'émerger dans une société, pas que la société française, et donc d'aller chercher des cas et des exemples dessus. Ça fonctionne aussi à partir du moment où ceux qui sont aujourd'hui, je dirais, les success fees de cette histoire, quand vous avez un Jamel Debbouze, un Omar Sy, un Philippe Torreton, un Lilian Thuram, une Marie-Josée Pérec qui vient sur le terrain pour l'expliquer, ou une Naya Sissoko.
championne du monde de boxe, qui a fait de la boxe, pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où ça gardait les enfants entre 6h du soir et 10h du soir, et que ça arrangeait sa maman qui faisait les ménages, parce qu'elle n'avait pas d'autre solution pour faire garder ses filles. Elle est devenue championne du monde de boxe, et aujourd'hui elle est exemplaire dans la manière d'en parler, pour expliquer aux gamines, notamment dans les quartiers, qu'à 16 ans, ce n'est pas les grands frères qui choisissent les sports que les filles pourront faire. Par exemple. C'est plus facile quand c'est une championne du monde de boxe qui le dit, surtout quand les garçons s'y opposent. Ça sert aussi à ça, des séries comme ça. Non pas être dans la théorie, mais être dans l'exemplarité aussi, quand elle peut arriver aujourd'hui à travailler sur des fantasmes, par exemple, si tu es une fille, tu ne peux pas, si tu pratiques telle religion, avoir un corps dénudé dans tel sport, échanger de la sueur avec d'autres, pouvoir faire des sports de garçons, pouvoir faire un sport individuel et te aller à l'intérieur. L'exemplarité par l'exemple, de manière concrète, permet justement de combattre ce qui fait exactement l'inverse aujourd'hui en termes de pression sociale. Ces questions-là doivent être abordées et surtout pas tues, parce que si elles sont tues, personne d'autre que nous, en tant que pédagogue, en tant que, presque je dirais, artiste dans la manière dont on amène ça, ne donne des exemples concrets sur lesquels des gens peuvent se fixer. On le sait par exemple aujourd'hui que l'arrivée d'un Harry Roselmack ou d'une Audrey Pulvar à la télévision a modifié totalement l'appréhension de beaucoup de gamins à penser qu'ils allaient pouvoir faire du journalisme. Le fait que vous avez une Christiane Taubira en politique aujourd'hui, ben, qu'est-ce que vous allez vous en taper des femmes venues des Outre-mer en politique dans les 20 ans qui viennent? Et c'est bien. Parce qu'il faut l'exemple. Et il faut des exemples de gens qui assument leur destin, qui revendiquent leur destin, qui expliquent bien sûr que ça a été dur de se bâtir, mais qui en même temps donnent un profil de réussite. La théorie là-dessus, elle ne fonctionne pas. C'est l'exemplarité par le cas. Et il faut donc des bons produits. Ça vous étonne de dire des bons produits. Oui, parce que pendant très 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 longtemps, moi je suis un historien, donc quand j'allais voir des éditeurs dans les années 90, ils me disaient « Ah, vous travaillez sur l'immigration, bah, c'est bien, le livre ne va pas coûter cher au moins. » Ah oui, parce que c'est bien connu, il n'y a que les Arabes et les Noirs qui lisent des livres sur l'immigration. Ça n'intéresse pas les autres, puis il n'y a pas besoin de faire des beaux livres, puisqu'ils sont déjà concernés par le sujet. C'est exactement l'inverse. Il faut des bons films, il faut des belles expos, il faut des bons livres, il faut une belle qualité de travail pédagogique. Justement parce que ce sont des sujets qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus douloureux, et souvent qui ont été considérés comme de médiocre qualité, parce que d'une certaine manière, ils étaient pensés à la marge, et étaient pensés uniquement pour ceux qui sont les utilisateurs naturels des sujets sur l'immigration. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, les immigrés ne vont pas au musée de l'immigration. Ça va? C'est les autres qui y vont. Et ce qui est assez naturel. C'est-à-dire que, généralement, quand vous connaissez un peu l'histoire, vous l'avez vécu à la maison, vous n'avez pas forcément besoin d'aller la retrouver au musée. D'accord? Et que la pédagogie, justement, elle ne se fait pas qu'à une seule population, et que cette histoire, elle est commune à tous. Et que ceux qui ont le plus besoin de l'apprendre, ce n'est pas forcément ceux qui en sont les héritiers. Donc, justement, il faut amener un public qui, naturellement, ne vient pas à ces questions, comme par exemple avec ces petits films-là, ou les expos que vous avez vus, d'aller sur le terrain, d'aller parler à des jeunes sur ces questions-là, et de les amener sur nos sujets. Donc, la démonstration par le cas très concret nous permet d'aborder à peu près, nous on le voit bien dans l'approche terrain qu'on a, à peu près tous les sujets. C'est-à-dire parler de sujets qui sont aujourd'hui à la fois complexes sur l'identité. C'est quoi être noir dans un pays qui se pense encore blanc? C'est quoi être musulman dans un pays à domination chrétienne? C'est quoi être autre, dans son genre par exemple, dans une société qui a une règle dominante et quelque part impose une morale sans question? Ces questions-là ne sont pas du tout des questions secondaires. Si l'identité est devenue par exemple un sujet politique majeur en ce moment, c'est bien que ces questions-là étaient en résonance dans la société française depuis de nombreuses années. Et celui qui vous dit que le vivre ensemble c'est facile, par définition, il ne l'a jamais vécu. Il n'y a rien de plus compliqué qu'à vivre ensemble quand on n'est pas pareil. Je veux dire, c'est une évidence. C'est une évidence que c'est compliqué de vivre ensemble, que ça s'apprend. Comme le processus d'intégration. Pendant très longtemps, on a expliqué que le processus d'intégration, c'était aux immigrés de s'intégrer. Mais l'intégration, c'est un processus à deux. Donc il y a des droits et des devoirs des deux côtés, par exemple. C'est compliqué parce que la société d'accueil n'a jamais été préparée à accueillir. Et d'ailleurs, comme beaucoup de migrants qui sont arrivés, n'ont jamais compris qu'il y avait des droits et des devoirs. Et pourtant, on se demande pourquoi ça ne marche pas. Et encore, on a un pays qui est fantastique. On est en train de faire un atlas des immigrations, et en termes statistiques, on est le premier pays européen, par exemple, en termes de mariage intercommunautaire. Un des premiers pays en termes de réussite scolaire. Un des premiers pays où il n'y a pas une répartition urbaine, quoi qu'on en pense, des populations de la première et deuxième génération, qui est uniquement concentrée, comme aux États-Unis, par exemple, dans des quartiers de la marginalité. Mais toutes ces questions-là sont effacées aujourd'hui par un surmoi identitaire d'une société qui a beaucoup de mal à digérer, comme dirait Nadine Morano, qu'elle n'est plus blanche. Et en même temps, il faut le comprendre. Je m'explique. Un pays qui change aussi profondément en un siècle que la France, c'est compliqué. Que des gens ont peur de ça, c'est normal. Que ce bouleversement il est majeur, c'est une réalité.
Que l'héritage impérial, c'est plutôt une bombe à retardement, ah ben ça, un tout petit peu que c'en est une. Juste, imaginez qu'on vous a marché sur les pieds pendant 4 siècles et demi, et qu'enfin, vous pouvez marcher tout seul. Ça vous fait encore un peu mal aux pieds. C'est ça, l'histoire impériale. Et on en sort à peine. Lilian Thuram dit toujours avec beaucoup de sérieux qu'il y a encore 150 ans, son aîné était esclave. Il y a encore 70 ans, son grand-père n'avait jamais voté. Et il y a encore 20 ans, l'apartheid existait. Alors vous prenez ça comme vous voulez, mais en termes de temporalité, nous sommes à peine en train de vivre sur une échelle du temps long, une histoire courte. Et donc nous sommes dans une époque où justement le métissage, les attentes identitaires, les questionnements, induisent des choses complexes. Je vais prendre un cas à travers un exemple. Vous me dites à quel moment vous voulez que je m'arrête pour que nous ayons un échange. Je vous ai dit, vous avez le droit de m'arrêter. Parce que si vous me laissez parler, vous n'êtes pas arrivé, je vous le dis tout de suite. Je vais vous montrer un tout petit film sur un sujet qui va peut-être vous surprendre, pour voir aussi comment à un moment on peut arriver à une question qui est très compliquée. C'est souvent face à des gamins, ils nous posent cette question, mais monsieur, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont racistes? Alors, ça paraît très simple, mais j'en interrogerai un d'entre vous tout à l'heure. Sur qui ça va tomber, il n'aura pas de chance. En 1 minute d'expliquer le racisme. Vous allez voir, amusez-vous. D'expliquer pourquoi, comment ça se diffuse. Je vous rappelle que si vous aviez interrogé un Français ou un Anglais en 1750, il ne vous aurait même pas employé le mot race. Il vous aurait parlé de classe, il vous aurait parlé d'aristocratie, il vous aurait parlé de riches et de pauvres, de gueux et les autres, mais vous n'aurez pas parlé de race. C'est une invention extrêmement récente de penser le monde à travers la race et de penser le racisme comme un mode de pensée dans une société pour avoir des dominants et des dominés. Ce n'est pas quelque chose de si ancien que l'on peut le penser. Donc vous allez voir un tout petit extrait d'un... Bon, je vous laisse regarder. Vous allez vite comprendre ce que c'est. On est allé les chercher au bout du monde. Pendant plus d'un siècle, de 1840 à la Seconde Guerre mondiale, on les a exhibés comme des sauvages, aux côtés d'animaux, dans des zoos, des cirques, des expositions coloniales. À Paris, Londres, New York, Sydney, Tokyo, on les a mis en scène en costume de sauvages, cannibales, mangeurs d'hommes, chaînon manquant entre l'homme et le singe, pour un public à la recherche d'exotisme, de frissons devant l'inconnu, pour justifier le colonialisme et la hiérarchisation des races. Un phénomène de masse à l'échelle internationale. Il se nomme Otabenga, pygmée du Congo, Billy, aborigène d'Australie, Petite Capeline, fuégienne de Patagonie, Yao, Galibi de Guyane, Marius Caloyer, Kanak de Nouvelle-Calédonie. Comme eux, 35 000 hommes ont été exilés devant 1,5 milliard de spectateurs. Des destins singuliers racontés pour la première fois. Une histoire occultée qui a forgé pour des décennies notre regard sur l'autre. Ça, c'est la bande-annonce de quelque chose qui est en train de se préparer en ce moment, qui est un documentaire qui sortira sur Arte dans 10 mois, à peu près, sur l'histoire des os humains. On a fait le pari, il y a une dizaine d'années, de travailler sur cette question qui est très compliquée, qui a été l'exhibition de populations dans le monde entier. Ce n'est pas un sujet que franco-français. Les Japonais ont autant exhibé que les Français des populations qu'ils avaient colonisées, qui a contribué largement à populariser le racisme. Mon arrière-grand-père, breton, a de fortes chances d'avoir rencontré son premier noir, son premier arabe, son premier malabar, son premier vietnamien, dans un zoo ou un jardin d'acclimatation, et pas dans les rues de sa Bretagne natale. Ça ne vous paraît pas le même regard sur l'autre. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas le même rapport à cet autre. Ça ne veut pas dire qu'avec l'ouvrier italien qui venait de migrer, il ne pouvait pas avoir des entrechoquements, mais il n'a pas rencontré son ami immigré italien dans un zoo. Ça vous fabrique un imaginaire particulier, mais ça permet de parler du racisme, d'expliquer comment il se développe, pourquoi il se structure, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Pendant très longtemps, il y a eu 2 débats, chez les intellectuels, chez les chercheurs.
Faut-il parler de ces questions? Et donc prendre le risque que certains ont du mal à appréhender, que ça déclenche de la violence, que ça puisse créer du rejet, que ça puisse créer de la difficulté d'appréhender. C'est un vrai débat. Il est très légitime. Et puis d'autres qui considèrent que c'est comme pour la Shoah, c'est parce qu'un jour on a montré, qu'un jour on a compris. Ça ne veut pas dire qu'on ne recommencera pas, parce que l'histoire n'est jamais exemplaire, mais ça veut dire qu'à d'un seul coup, on peut aujourd'hui mettre des lignes de frontière entre ce qu'est l'humain et ce qu'est l'inhumain, entre ce qu'est le trauma et le non-trauma, entre ce qu'a été une violence et une non-violence. Sur la Shoah, il a fallu 40 ans pour l'expliquer. Et qu'un jour, un président de la République déplie un petit papier et lise un discours en 1995 dans ce pays, tout simplement pour reconnaître ce qui n'était pas reconnu jusqu'alors. Ça a permis à Nuit Brouillard, après 32 ans d'interdiction, de pouvoir être enfin diffusé. Parce que c'est compliqué. Parce que ce sont réellement des histoires douloureuses. Le sujet que vous venez de voir là, sur les os humains, par exemple, nous l'avons fait avec Lilian Thuram au musée du Quai Branly, en termes d'exposition. D'abord dans un lieu de savoir et de connaissance. Pour simplement expliquer comment à un moment on passait d'une société non raciste à une société raciste. Ça a pris un siècle et demi. Ça s'est construit à travers des exemples concrets. On allait s'amuser au jardin d'acclimatation de Paris avec les enfants le week-end et on voyait les sauvages. Tout ça a produit une histoire. C'est celle de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, voire de nos arrière-arrière-grands-parents. C'est l'histoire de la Vénus autantote dont vous avez entendu parler. C'est l'histoire de toute cette science et ces savants. On parle actuellement, pour ceux qui ont un peu suivi le débat, des têtes d'Algériens décapités conservées dans le sein du musée de l'Homme, encore aujourd'hui. Le musée de l'Homme, personnellement, j'y ai filmé, il y en a 650. Pas que d'Algériens, je vous rassure. Il y a y compris des fous, des femmes et des enfants. C'était le temps où la science et les savants prenaient des spécimens pour étudier le monde. C'est une époque qui nous paraît lointaine et en même temps, il nous reste quoi de tout ça? Une forme de distance. Une forme de sentiment qu'il n'y a pas forcément la même humanité sur Terre. Parce que si l'un a été exhibé, c'est que quelque part il l'a un peu accepté ou qu'il était un peu différent. Alors vous avez deux manières à appréhender la question. Vous voyez bien que c'est un petit peu plus brutal que l'histoire de Zinedine Zidane. Le débat mérite d'être posé, du comment faire en pédagogie, du comment faire pour aborder ces questions. Mais posez-vous la question aussi inverse. Peut-on faire de la pédagogie et donner des leçons de morale et de valeurs républicaines sans aborder notre histoire? Juste 2 minutes, inversons le processus. Est-il possible de le faire? Est-il possible aujourd'hui de regarder le présent, de parler du vivre ensemble, de développer des valeurs, de même comprendre les clés de décodage du temps présent si on ne regarde pas l'histoire avec toutes ses passes sombres, sans forcément être en train de se flageller comme un repentant? Je ne suis pas un petit blanc qui se flagelle de l'histoire impériale. Ce que des blancs ont pu faire avant moi, c'est leur problème. C'est pas le mien. Et je travaille tout le temps avec des réalisateurs d'origine maghrébine, asiatique, africaine, sud-africaine, fugienne, du Ghana ou d'ailleurs, ça ne me pose aucun problème, c'est notre histoire commune. Parce que cette histoire, je l'ai dit, elle concerne tous les pays de la Terre. Alors on n'est pas que franco-français, je fais la même conférence à Johannesburg. J'étais il y a 4 mois dans une réserve d'Indiens à Walla Walla, dans l'État de Washington, au nord des États-Unis. Actuellement, l'expo que vous venez de voir sur le même sujet tourne sur le Maroni, en Guyane française, puisque les Indiens, vous avez vu là, Galibi, ont été exhibés à Paris et sont morts dans un endroit que vous connaissez très très bien. C'est sous la fondation Vuitton qui vient d'être construite. C'est notre histoire. Et si on n'a pas cette clé de décodage, je fais partie de ceux qui pensent qu'il nous manque un outil, mais comme d'autres, pour parler du présent. Ça ne veut pas dire que vous faites ça n'importe comment. Ça ne veut pas dire que vous jetez en pâture une histoire passée pour ne pas la comprendre. Un jour, sur un film précédent qu'on avait fait, il y a maintenant 14 ans, pour France Télévisions, sur justement les os humains, il y avait une jeune femme au premier rang d'une conférence où je présentais ce film, qui avait commencé, et ça commence toujours mal quand la question commence par cette phrase, généralement, vous savez, moi, monsieur, j'adore tous les Africains. Vous savez toujours que ça va mal finir. On ne peut pas aimer 850 millions de personnes, c'est pas possible. On a un problème quelque part. Donc vous savez, quand la question commence comme ça, on dit, oh là là, ça va mal partir. Et elle avait du mal à comprendre ce que ce film racontait, c'est qu'en fait, le sauvage n'existe pas. Et oui, le sauvage n'existe pas. Au départ, on a capté quelques populations pour les exhiber, du temps de la Vénus autantote au début du XIXe siècle. Pour ceux qui ont vu le film de Keshish, Vénus Noire, vous l'avez parfaitement compris. Mais très rapidement, le sauvage, c'est compliqué de le forcer à jouer au sauvage. Donc la meilleure manière, ça a été de payer les sauvages pour jouer au sauvage. Et là, ils ont été d'excellents sauvages, ils jouaient 9 heures par jour, ils acceptaient les 12 représentations et ils avaient l'air vraiment de cannibales. Il y avait même des contrats de travail. Dans certains cas, ils se sont mis en grève, comme à Genève en 1896. Assure, si la CGT voyait les contrats de travail aujourd'hui, nous aurions une grève nationale, je vous rassure immédiatement. Certains ont été payés en batterie de cuisine, d'autres ont été payés avec des vagues moyens de rémunération et de la pacotille. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que non, madame, ce que j'expliquais, ce ne sont pas des victimes de l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, mes arrière-grands-parents
Bretons, en 1910, à Nantes, ont pu se retrouver de l'autre côté du miroir, parce que bien sûr, on exhibait des Bretons. Eh oui, les Bretons sont des sauvages. Ils ont des drôles de coiffes, les femmes, ils ont des sabots aux pieds, ils ne parlent pas français. Et à côté du village sénégalais, à Nantes en 1910, il y a un village breton. Je vous rassure, les Suisses ont même fait un village suisse pour expliquer aux Suisses ce qu'était être Suisse. Ça fabrique les identités. Et les Anglais sont très très doués, pas au football, maintenant on le sait depuis 24 heures, mais pour exhiber des Irlandais, leurs sauvages. Tout ça fabrique de l'identité parce que l'identité n'est jamais un fruit qui tombe tout seul d'un arbre. Donc vous avez deux méthodes pour apprendre cette question. Vous l'apprenez avec toute sa complexité et sa difficulté, avec toute la pédagogie nécessaire. Vous prenez le temps d'expliquer ce qu'a pu être l'histoire coloniale. Vous prenez le temps d'expliquer ce qu'a pu être l'histoire de l'esclavage. Vous prenez le temps aussi d'expliquer la Shoah, parce qu'il n'y a pas une mémoire qui vaut une autre mémoire. Vous expliquez aussi la difficulté dans ce pays d'appréhender le fait religieux. Il suffit de parler 2 minutes de la Saint-Barthélemy, vous allez voir que c'est pratique de démontrer que ce pays a eu beaucoup de problèmes avec la religion de l'autre. C'est une très très longue histoire. Et ce coup, on découvre que c'est un peu plus complexe que de penser qu'aujourd'hui, en termes de laïcité, on se focalise que sur une religion. On a un léger problème avec le fait religieux dans ce pays qu'est la France. Et puis en même temps, vous appréhendez aussi une question en prenant une forme de distance, en regardant la dimension internationale. On n'a pas fait que des os humains ici, je l'expliquais tout à l'heure, au Japon. On a exhibé autant de population qu'en France ou en Angleterre. Pourquoi ? Parce que le Japon a été le deuxième empire colonial au monde. Et qu'avant de coloniser un Coréen, on exhibe des cannibales coréens. Et oui, ça existe. Il fallait être à Osaka en 1903. Donc vous voyez ces histoires-là, comme disait, j'ai failli reciter Benoît Fallet, je vois que j'ai sous les yeux, à l'école, dans nos musées, dans nos télés, dans nos médias, dans nos discours politiques, ils font sens. Ils font sens parce que si on n'appréhende pas ces questions-là, si on n'essaye pas de trouver les manières de les transmettre, de les diffuser dans la société française, on se retrouve piégé aujourd'hui par une absence de compréhension de nos interlocuteurs qui ont en fait l'impression qu'on leur raconte une demi ou un quart d'histoire. Alors bien sûr, ça fait peur. Je ne vais pas vous faire du Nicolas Sarkozy avec le discours de Toulon en 2007, du Finkielkraut, du Zemmour. C'est normal qu'il y ait des réactions. Nous avons affaire à une histoire qui est encore émanante dans notre société. Elle n'est pas terminée, sinon Zemmour ne vendrait pas 400 000 exemplaires de ses bouquins, sinon Ménard ne serait pas élu à Béziers. Il ne changerait pas le nom des rues pour rendre hommage aux héros de l'OAS. Cette histoire, elle est loin d'être lointaine. Elle vit encore dans notre société parce que les enfants de cette histoire sont nés et ont grandi dans ce pays. C'est comme si 7 millions de Français étaient partis vivre en Allemagne en 1946. D'accord ? C'est compliqué. C'est-à-dire, si personne n'a écrit au XIXe siècle qu'un jour en France, 14 millions de Français ou d'étrangers auraient un grand-père et une grand-mère nés dans l'ex-empire colonial. Personne ne l'a imaginé. Tout ça, c'est le fruit de ce que nous héritons aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, il faut parler des valeurs, de la République, du vivre ensemble, de la laïcité, de la tolérance, dans un monde qui est un tout petit peu en chaos en ce moment et un petit peu complexe à lire. Mais en même temps, si vous n'avez pas ces clés de décodage, vous ne pouvez pas le lire. Vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas vous situer en termes d'individu. Vous ne pouvez pas vous définir en termes d'identité. Et c'est très compliqué parce qu'on a affaire à quelque chose là qui touche directement la manière de vers quoi on va. Parce que tout ça est très bien si on considérait que le terre allait mieux. Très honnêtement, je pense que les voitures brûlent dans les quartiers populaires depuis 30 ans sans qu'on ait eu besoin de faire beaucoup d'histoires pour qu'elles brûlent. C'est pas le fait de faire des films comme ça qui fait que ça va plus mal ou moins bien dans les quartiers populaires. Ça va pas bien. Puis ça va pas bien dans la tête de pas mal de gamins qui se demandent s'ils sont français. Puis ça va pas super bien dans les Outre-mer quand vous allez vous promener en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, je vous en parle pas. C'est compliqué. Et ces questions-là, nous sommes dans une période de transition. Et notre devoir, quand on est pédagogue, quand on est réalisateur, quand on est enseignant, c'est justement d'arriver à trouver les meilleurs cheminements pour appréhender, certes, la notion de vivre ensemble sur nos valeurs républicaines, dans un cadre qui nous a fait, et nous on est quand même très très doués les Français pour inventer des trucs, on est les seuls au monde à avoir, l'intégration, on est les seuls. L'assimilation coloniale, déjà on était les seuls. Alors, imaginez, la laïcité, on est les seuls. Alors, déjà nous on a un modèle qui est quand même compliqué, c'est qu'on est les seuls à le pratiquer. Comme on est tranquille, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché ailleurs, puis il n'y a que nous qui le pratiquons. Mais notre modèle, c'est notre modèle. Et notre héritage, c'est notre héritage. Et notre histoire, c'est notre histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fruit justement de cette histoire. Dans la difficulté, je fais partie de cette génération intellectuelle, et vous avez eu Benoît Falaise avant moi, qui a appréhendé les questions, et on a travaillé ensemble sur des questions d'éducation, d'histoire, de la manière d'appréhender l'histoire. On pense qu'aujourd'hui, justement, il est temps d'ouvrir sur ces enjeux-là et de repenser autrement. Et pour citer un personnage que j'aime beaucoup, qui est aussi un ami, qui est Alain Mabanckou, donc certains d'entre vous ont dû entendre parler avec sa très très belle prestation au Collège de France il y a quelques semaines. Alain Mabanckou dit, en plus nous rentrons maintenant dans une histoire, dans un temps où le temps de la culpabilité n'a plus lieu d'être. Alain et moi,
Par exemple, on est né en 64. On n'a pas colonisé, ni lui ni moi. On n'est pas quelque part lié à cette histoire, on n'a pas de nostalgie. Donc on a à la fois envie de tourner une page, qui n'est pas celle, quelque part, de l'histoire qu'on devrait porter en termes de responsabilité, et en même temps on a envie de rentrer dans des choses autres. Nous sommes issus de la même nation, la France. Nous avons la même culture. Alain a lu les mêmes livres que moi. Et aujourd'hui, quand il dit à ces jeunes qui lui disent « Oui, mais on ne parle jamais de notre histoire », il dit « Écoute, Coco, tu vas d'abord apprendre ton histoire de France. Hein, tu ne vas pas repartir en Afrique, c'est fini ce discours-là. Tu es d'ici maintenant. Donc si tu es d'ici, tu vas apprendre l'histoire d'ici, y compris ton histoire d'ici. Tu vas te battre pour que ton histoire d'ici, de ceux qui étaient comme toi il y a 3 générations, soit aussi connue par les autres. Mais maintenant, elle est ici, ton histoire. Et si on veut que ces gamins considèrent que c'est ici leur destin et ici leur histoire, il va falloir leur transmettre notre histoire du grand récit national, mais aussi faire que dans ce grand récit national, leur histoire pénètre. C'est compliqué. Très très compliqué. Puisque par définition, certains pensent que les Africains n'est même pas rentré dans l'histoire. Vous imaginez, pour rentrer dans la nôtre, il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail. Ceci fait partie d'un conscient collectif qui nous paraissent à des années-lumière de nos problématiques actuelles, mais qui ne sont pas du tout problématiques quand vous êtes un jeune gamin et que vous regardez tout ça, et que vous allez sur Internet pour chercher votre histoire. Et après, et c'est là que je ne serais pas du tout d'accord avec notre Premier ministre actuel, oui, je pense qu'il est essentiel de comprendre. Parce que si on ne comprend pas, généralement, qu'il y ait ou non guerre, on la perd, la guerre. Mais alors ça, c'est certain. Je vais vous dire une chose, je ne comprends pas grand-chose à l'histoire, peut-être que je n'ai pas été très à l'écoute à la Sorbonne quand j'ai fait mes études ou ma thèse, mais je sais une chose, que toute nation qui n'a pas écouté l'histoire et qui n'a pas su comprendre a toujours perdu les batailles. Toujours. Donc oui, il faut sacrément comprendre. Et comprendre, c'est pas excuser. C'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, qui n'est pas juste quelque chose qui nous tombe du ciel. C'est un long processus qui est très compliqué, certes, mais qui a des clés d'explication. Et on a intérêt à maîtriser ces clés d'explication, parce que ces clés d'explication, pas toutes, l'histoire coloniale n'amène pas toutes les réponses, l'histoire sociale en amène beaucoup, l'histoire urbaine en amène beaucoup. C'est sûr que quand vous mettez des gens dans des cages à lapins, ça devient des lapins. Ça, c'est quelque chose que l'on sait depuis l'aube des temps. Et ce qu'on a fabriqué en milieu urbain dans les années 50-70, ça produit cette génération d'aujourd'hui avec ces quartiers qu'on a aujourd'hui. Mais à côté de ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une réalité d'une histoire qui est bien plus complexe. Personne ne savait et ne savait avant nous donner les clés pour arriver à vivre ensemble quand on vient d'histoire, de culture, de religion, excusez-moi du terme, je serai aux États-Unis, il n'y aura aucun problème pour le dire, de couleurs de peau différentes. La République a beau nous parler d'égalité, elle a mis beaucoup de temps à prendre conscience que cette égalité avait du mal à fonctionner. Et généralement, c'est ceux qui sont discriminés qui s'en rendent mieux compte que ceux qui discriminent. C'est étonnant, hein ? C'est celui qui se fait marcher sur le pied qui a mal. C'est rarement celui qui marche sur les pieds de l'autre qui souffre. Cette réalité-là, on a enfin pu l'auditer pour la problématique des femmes en politique, puisqu'on a inventé la parité. On est à peine en train de commencer à comprendre qu'il y a peut-être une problématique d'égalité dans ce pays, et qu'un gamin qui se fait contrôler 7 fois plus qu'un autre, c'est peut-être lié à la couleur de sa peau. Mais comme on ne peut pas le mesurer, nous chercheurs, on est un peu ennuyés. Enfin, encore quand je dis on ne peut pas le mesurer. Je rappelle qu'un chercheur américain ou anglais en France peut faire des statistiques ethniques. Pas nous, parce que français. Ça aussi, c'est une grande idée super lumineuse. C'est une réalité, tout ça. Alors après, on peut les fuir, ces questions-là. On peut rester dans la théorie de la laïcité. On peut parler pendant des heures de la citoyenneté. Mais comme j'expliquais à Najat Vallaud-Belkacem le jour dans un débat, c'est pas à l'école qu'on apprend la Marseillaise. C'est dans les stades de foot pour 78% des Français aujourd'hui. Et ouais, des fois, il y a des trucs qui nous tombent sur la tête. C'est dans les stades de foot qu'on apprend la Marseillaise. Incroyable, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école aurait plutôt intérêt à donner du savoir que de vouloir apprendre la Marseillaise aux gamins. Parce que le savoir, c'est ce qui vous rend intelligent, c'est ce qui vous permet de parler, de dialoguer, de vous questionner vous-même, de questionner votre environnement, d'aller vers l'avant. Et c'est parce que la République a su avoir des lumières qu'elle a pu éclairer le monde. J'adore cette phrase, pourtant d'un ministre qui n'a pas été un ministre tendre, qui était Sarraut, un ministre de la Troisième République. La République a à la fois apporté la colonisation et apporté la lumière à ceux qui ont voulu se décoloniser. C'est tout le paradoxe de la République française. J'en connais une autre qui m'a toujours bien plu, c'est quand Jules Ferry se lève à l'Assemblée nationale, au Parlement français, et parle des races supérieures sur les races inférieures pour légitimer les budgets coloniaux de la France en Indochine. Un brave député, Jules Meigne, totalement oublié de tout, je dis bien de tous nos politiques actuelles, se lève et dit à Jules Ferry « Vous osez dire cela, monsieur Ferry, dans le pays des droits de l'homme ». Je suis plutôt Jules Meigne que Jules Ferry. Je pense que j'adore le Jules Ferry de l'école, mais j'aime pas du tout le Jules Ferry de la coloniale. Et à un moment, il faut se poser une vraie question. Notre histoire de ce pays est un paradoxe. Il faut raconter ce paradoxe. Sinon, nous perdrons cette guerre.
c'est une certitude, et nos gamins seront perdus pour comprendre le temps présent. Donc il faut des outils, comme ceux que vous avez vus, vous savez qu'on peut être théorique sur nos questions, mais on peut aussi être extrêmement pragmatique. Bon, je vous passe les détails pour convaincre une télévision publique de passer ça. Derrière vous, heureusement vous avez un Jamel Debbouze, un Omar Sy, un Philippe Torreton, un Lilian Thuram, une Audrey Pulvar. Si j'avais pas 50 people derrière, il m'aurait fallu 20 ans pour faire ça à la télé. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. 20 ans. Et pour qu'un ministre finance ça, pareil, il m'aurait fallu 20 ans si j'avais pas Philippe Torreton, Audrey Pulvar, Omar Sy, Jamel Debbouze. C'est terrible, mais c'est comme ça. On peut pleurer là-dessus, se flageller, mais c'est comme ça. Pourquoi un ministre me donne des sous pour une série comme ça? C'est parce qu'il vient serrer la louche d'un people. C'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le sentiment que ce sont des priorités publiques. Ce sont des urgences publiques. Je dis bien des urgences publiques. D'avoir des expositions, d'avoir des outils de qualité, d'avoir des programmes de qualité, de pouvoir faire des livres sur ces questions-là, de pouvoir faire des études sur ces questions-là, de pouvoir avoir des programmes de recherche. Vous vous rendez compte qu'au CNRS, pendant 10 ans, on a demandé des programmes ANR et des programmes de recherche pour travailler sur le radicalisme et le djihadisme. Pendant 10 ans, on nous les a refusés. C'est marrant, maintenant tout le monde s'excite pour nous filer du fric sur la déradicalisation. On aurait peut-être pu commencer à déradicaliser avant qu'ils soient radicalisés. Ça aide un peu? Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été utile. C'est très étonnant qu'il faut attendre de prendre justement une masse sur la tête pour comprendre que ça fait mal. Nous disons simplement une chose, ces enjeux-là, ainsi que beaucoup d'autres, sont à mon sens aujourd'hui parmi nos priorités publiques pour être capables d'avancer. Et je refais ce que je vous ai dit au début comme paradoxe, un pays qui a colonisé pendant 4 siècles et qui n'a pas un musée d'histoire coloniale est un pays qui doit avoir un problème avec l'histoire coloniale. Et ni la droite, ni la gauche n'ont été capables de construire un musée d'histoire coloniale dans ce pays. Là-dessus, au moins, ils se renvoient la balle. Ils sont à peu près au même niveau, un partout, balle au centre. Merci à vous.